Je suis chez Bernard Baudouin. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous, dans votre bureau, c'est ça? Oui, quasiment, oui. C'est sympathique, c'est plein de bonnes vibrations, il y a des plantes partout, il y a du soleil, enfin pas trop aujourd'hui, mais bon. Et puis vous êtes lumineux, rayonnant. Merci. Ça commence bien, hein? Oui, tout à fait, bel effort. Alors, Bernard Baudouin a écrit plus de 120 livres sur un petit peu de tout, mais surtout sur tout ce qui m'intéresse. Tout le paranormal, l'ésotérisme, la spiritualité, c'est incroyable qu'on ne se soit pas rencontrés depuis des années comme ça, que le temps passe. Alors, Bernard Baudouin, il y a quelques livres comme ça. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir parler, hein, vous inquiétez pas. Il y a quelques livres qui sont là, mais donc pas les 120, bien sûr. Oui, il y en a beaucoup. Et on va essayer d'axer un petit peu l'entretien sur l'un des derniers qui est sorti, mais il y en a plein qui vont être publiés prochainement, et republiés. Le voyage de l'âme entre deux vies, aux éditions Grancher. Bernard Baudouin, disais-je, vous avez écrit plus de 120 livres, vous étiez comédien à la base Il y a très longtemps, dans un autre siècle, ouais. Et quand j'ai découvert votre bibliographie, je me suis dit que... Et quand j'ai lu certains de vos livres, explications sur l'au-delà, entre deux vies, la réincarnation bien entendu, etc., le principe, le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait sur Terre pour apprendre, et puis continuer d'apprendre dans l'au-delà, puis revenir, etc., je synthétise un peu, je me suis dit que c'était bien calé avec la comédie. Mais voilà, il y a du théâtre dans le théâtre, et là, notre vie, notre principe de vie sur Terre, c'est aussi d'être vu de là-haut par d'autres spectateurs, mais qui nous guident comme des metteurs en scène, et puis une fois qu'on est de l'autre côté, on écrit son propre rôle. Donc finalement, j'ai l'impression que vous êtes toujours axé sur l'idée du comédien et du rôle qu'il a à jouer. Oui, sauf que il s'agit pas d'un rôle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cette incarnation-là, c'est en fait le moyen d'ancrer dans la matière ce qu'on est véritablement. Et ce qu'on est véritablement, c'est pas un rôle qu'on endosse, c'est pas quelque chose qui est... Je comprends bien le rapport que vous faites avec la comédie, mais je crois que c'est... en fait, on revient davantage... Ce qui m'intéresse, moi, dans les ouvrages que j'écris, c'est de revenir à l'être fondamental qu'on est. C'est ce qui revient à chaque fois. C'est ça qui est intéressant. Alors, on endosse effectivement un corps, qu'on va perdre, bien évidemment, voilà. Mais il reste toujours cette part impalpable, invisible, parce qu'on n'est que de l'énergie. On est un peu aussi 85% d'eau, mais on est surtout de l'énergie au départ, et c'est ça qui subsiste en fait. Ce que la science démontre maintenant. Avant, c'était uniquement les grands sages, les médiums et toutes ces gens-là qui disaient, alors on dit, bon, on ne sait pas ce qu'ils fument, hein, mais maintenant, on sait que la science, et notamment la physique quantique, qui nous donne une passerelle fabuleuse aujourd'hui, en démontrant que tout ce que disaient les anciens sont souvent vérifiés. Vous pouvez se retrouver grâce à la science. Enfin, bon, je veux bien concevoir que mathématiquement, deux atomes peuvent se trouver dans deux endroits différents, ou le même atome est à deux endroits différents en même temps, mais bon, concrètement, moi je suis là et pas ailleurs, pour autant. Ouais, ceci étant, la physique quantique, quand on s'intéresse un petit peu à ce qu'elle nous dit, nous démontre quand même que... Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, d'accord. Ouais, donc tout à fait. Non, moi j'ai eu le privilège de travailler par exemple avec le professeur Dutheil, qui avait écrit... Prendre un enfant par la main, je parie. Non, pas du tout. L'homme super lumineux et l'être super lumineux, et qui a été un des précurseurs français sur effectivement la physique quantique, démontrant que tout le monde qui avait démontré Einstein avec égal MC2, c'était bien, seulement quand on travaille au-dessus de la vitesse de la lumière, et bien brusquement, passé, présent, futur, c'est plus l'un derrière l'autre, c'est tout ensemble, en même temps. Simplement, on n'a pas la perception parce qu'on a 5 sens qui sont très, très limités. Très limités, bien sûr. Voilà. Je suis en plus très limité personnellement, donc ça c'est encore plus dur. On est quand même dans une dimension autre, et aussi dans l'infiniment petit. Je parle pas de la vitesse lumière, mais enfin, les atomes, c'est l'infiniment petit. Moi, je suis pas qu'atome. Donc je me vois mal être en ubiquité. Vous êtes de l'énergie. Vous êtes quelque chose qui vibre. Pas que. Regardez, pas que. Si. Tout ce qui existe, tout de l'atome. Un atome, c'est que de la vibration. On a la sensation effectivement qu'on a quelque chose qui est dur, qui est matérialisé, mais parce que c'est ancré. Mais en fait, en réalité, tout ce qui nous entoure, que ça soit des meubles, que ça soit des livres, que ça soit tout ce que vous voulez, des plantes. Tout n'est que des vibrations, avec des formulations différentes. Les couleurs, c'est de la vibration, les sons, ce sont des vibrations, et vous-même, vous n'êtes que vibration. Je veux bien que vous définissiez la vie, et encore, il faudrait savoir comment définir la vie, mais que vous apparentiez la vie
à la vibration, mais c'est un mot qui cache un autre mot. Dans l'au-delà, nous sommes que vibration. Au bout d'un certain temps, on retourne vers la source qui est vibration universelle. Mais enfin, bon, derrière ce mot vibration, il y a quoi? Ce qui est intéressant, c'est que là, vous parlez de deux choses différentes. Il y a à la fois, c'est la double dimension que vous avez. En fait, d'une part, il y a effectivement tout ce qui est vibratoire chez vous, et puis il y a toute la partie corporelle. C'est un petit peu la différence qu'il y a entre l'âme et l'esprit. Hein. L'âme, c'est effectivement tout ce qui concerne l'immatériel, la densité énergétique, en fait. Oui. Et l'esprit, c'est tout ce qui concerne le mental, l'intellect et l'ego. Et du coup, il faut pas mélanger les choses. Allons, bon. Ouais. Déjà, j'en étais à corps, âme et esprit, moi. J'en étais resté là. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu écrire cet ouvrage sur le voyage de l'âme, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui perdure. C'est ça qui est intéressant. Et alors, bien évidemment, on est attaché à notre corps. Bien évidemment, on vit avec tous les jours. Et vous parlez des bactéries, des maladies, de toutes ces choses-là. Mais même la maladie, quand j'écris un bouquin sur les guérisons inexpliquées, on se rend compte qu'effectivement, ou les facultés du cerveau qu'on peut développer maintenant avec la méditation, on se rend compte qu'on a la capacité de gérer aussi nos problématiques physiques, même par rapport aux bactéries, aux virus et toutes ces choses. Mais avec mon corps, je peux faire des choses magnifiques. Déjà, mon corps est merveilleux. Ça serait dommage que je le perde quand même. Mais vous allez le perdre. Non, je suis désolé, je voudrais pas casser votre morale. J'ai acheté un banc de musclu il y a même pas 2 jours. Ouais, tout à fait. Mais il n'empêche qu'il faut savoir que quand ce vêtement-là sera usé, vous allez le perdre et vous en changerez. Oui, tout à fait. Mais, alors, vous avez étudié toutes les religions quasiment, dont le catholicisme. Bon, alors moi, étant catholique de base. Tenant sur mes bases. Moi, je vois Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qui, 3 jours plus tard, après s'être promené on ne sait où, mais manifestement dans le monde des esprits, est revenu, a été ressuscité en corps de gloire. Donc pourquoi je ne serais pas ressuscité en corps de gloire au bon moment Pourquoi je ne retrouverais pas mon corps magnifique et merveilleux Écoutez, vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de souci, hein, si ça peut vous rendre service, mais... C'est pas logique pour vous, c'est pas scientifique c'est-à-dire que la sensation que j'ai, si vous voulez, c'est qu'effectivement la problématique des courants religieux et des grands courants spirituels, c'est que, effectivement, il y a eu des phénomènes, des gens qui ont vécu des phénomènes, il s'est passé des choses, et puis on a commencé à écrire tout ça. Hein, d'accord ? Et on a écrit tout ça, et ça a été écrit et réécrit de multiples fois, avec des interprétations et toutes ces choses-là. Donc les témoignages, c'est pas vraiment les bons témoignages, on les a un peu édulcorés. Voilà, je veux dire, non mais les grands... Alors pour vous, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Je vais pas rentrer dans ce débat-là, on n'est pas là pour ça. Si vous avez étudié le catholicisme, comme oui, le reste. Oui, tout à fait, mais je veux dire... Jésus-Christ était une personne qui a vécu des phénomènes, qui a effectivement transmis un certain nombre de choses, qui a laissé une trace, indiscutablement, bien évidemment. Après, ce qu'on en a fait après, c'est autre chose. Ce qu'on en a fait, c'est la Bible, c'est la religion, c'est le dogme, c'est toutes ces choses-là. C'est Jésus-Christ ressuscité, ça vous y croyez pas? Écoutez, moi, qu'est-ce que vous appelez ressuscité? Mort de chez mort, et quand même revenu sur Terre 3 jours plus tard. C'est pas de la réincarnation. Écoutez, à partir du moment où on parle de voyage de l'âme et on parle de changement de corps, pourquoi pas? Bon, c'est une réincarnation rapide, en 3 jours, c'est ça? Alors après, effectivement... Pourtant, mais il a été reconnu comme Jésus-Christ, quand même. Enfin, bien sûr. C'est un peu flou, hein, je suis tout à fait d'accord avec... dans les 4 évangiles, c'est un peu flou, ils ne reconnaissent pas tout de suite. C'est pas vraiment accès aux témoignages, hein, donc voilà. Alors vous en méfiez des témoignages, tout à fait d'accord. Alors justement... D'où vient la source? Alors je ne parle pas de la source qui nous a créés et qui a après de multiples vies, hein, c'est la théorie entre autres dans ce livre, après de multiples vies on retourne à la source, mais d'où vient la source de ces informations que nous avons dans ce livre et dans pas mal d'autres, hein. Je vous sens passionné comme moi dans tout ce qui est étrange et merveilleux, mais surtout spirituel. Et d'où viennent ces informations, entre autres donc dans le voyage de l'âme entre 2 vies, ça vient pas de témoignages aussi, tout ça? Non, c'est pas des témoignages, parce que moi, ce dont je parle... Ces infos que vous donnez, elles viennent d'où? Écoutez, la plupart de ces infos, c'est des infos qui viennent de l'expérience personnelle. Personnelle, d'accord. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que vous savez, il faut faire la part des choses entre ce qu'il y a dans les livres, ce que disent les gens, ce que transmettent les gens, des choses qu'ils ont lues et qu'ils
qu'il répète. Hein. C'est l'histoire du copier-coller qu'on trouve maintenant avec Internet et toutes ces choses-là. Avec des fautes de frappe ou des césures. Exactement. On en parlait pour les 4 évangiles. Et puis, ce qui fait la grande différence, c'est effectivement ce que les gens vivent. Oui. C'est-à-dire, quand on vit des expériences et quand on vit des phénomènes et quand on reçoit des informations qui viennent pas de livres, qui viennent pas d'individus, qui viennent autrement, par d'autres moyens, que ce soit l'écriture automatique, ou que ce soit des canalisations, ou que ce soit des informations, ou que ce soit des états de conscience modifiés, et voilà. Après, on transmet, après les gens reçoivent, acceptent, n'acceptent pas. C'est pas, c'est très simple. Moi, je n'ai rien à vendre. Je veux dire, j'ai pas d'idéologie à vendre. Je dis simplement, il se passe un certain nombre de choses. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus depuis très longtemps. Dont vous. Dont moi, mais aussi des scientifiques aussi. Mais vous êtes un expérienceur et tout ce qu'on retrouve dans vos livres, Bernard Baudouin, c'est lié à votre chemin personnel, à vos expériences personnelles. Exactement. Vous avez vécu une EMI, vous avez vu des fantômes Moi, effectivement, il m'arrive de voyager un peu. Voyage astral, c'est ça Astral, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hors du corps sans le corps, éventuellement, ouais, mais hors du corps, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire. Bon, après, et de recevoir des informations, que ce soit en écriture automatique, oui, ou simplement par des infusions d'informations et des choses comme ça. Je veux dire, après, vous savez, à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel. Moi, je dis aux gens, très souvent, vous ne croyez pas à toutes ces choses-là, pourquoi pas ? Maintenant, avant de vous faire une opinion définitive, informez-vous quand même, quoi. Il y a plein de gens qui travaillent sur le fait. On sait maintenant, la science démontre qu'une partie de notre mémoire est stockée à l'extérieur du cerveau. On sait que, allez voir les écrits de Ian Stevenson sur, effectivement, la réincarnation des enfants et toutes ces choses-là. On a maintenant, il y a une foultitude depuis le milieu des années 70 de choses. Et pas, faire le tri quand même. Pas des gens qui viennent de nulle part. Il faut faire le tri dans les informations. Exactement. Alors, je sais que vous avez écrit un livre qui n'est pas là d'ailleurs, mais sûrement quelque part dans la bibliothèque, qui est la meilleure bibliographie ésotérique, quelque chose comme ça, les meilleurs livres ésotériques. Vous avez fait un tri dans les livres, vous avez fait un choix. Ça, c'était effectivement une compilation, des choses qui semblaient être les plus intéressantes et reposer sur des bases qui étaient solide, un peu cohérentes. D'accord. Bon, un petit peu une difficulté avec le terme ésotérique, parce qu'il a été tellement galvaudé, il a été tellement récupéré, il a été tellement vendu à toutes les sauces, que, voilà. Les spirituels, c'est pareil. Hein. Pardon ? Le spirituel aussi, ça a été pareil, ça est vendu à toutes les sauces. Alors, après, ouais, ça dépend de la définition qu'on a. C'est la problématique des mots. Vous savez, moi, je suis un homme qui travaille sur les mots depuis longtemps. La problématique, c'est qu'on emploie tous les mêmes mots et qu'on n'a pas les mêmes définitions derrière. Et absolument. Et encore une fois, on revient sur l'information, sur la source des mots. Tout à fait. Alors, bon, il y a un tri à faire, je comprends bien. Il y a à s'informer soi-même, mais il faut déjà être assez apte pour faire un discernement. On peut être accompagné pour ça. Il y a des gens qui servent à ça. Je veux dire, quand effectivement, moi, je fais des guidances ou des stages ou des retraites ou des choses comme ça, c'est pour essayer d'amener aux gens, et non pas pour leur vendre quoi que ce soit, simplement pour les amener à réaliser qu'ils ont toutes les clés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'apprendre aux gens. Je veux dire, j'ai rien à apprendre. Simplement, moi, je lève le voile pour que les gens comprennent qu'ils sont les patrons de leur trajectoire et vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Tout ce qui est à l'extérieur, ça peut être intéressant, il va y avoir des choses intéressantes, mais ça n'a de sens que si ça résonne en nous. Bouddha disait, ne croyez à rien en ce que je vous dis que vous n'ayez expérimenté. Oui, mais on peut se mentir à soi-même. Donc, avant de chercher de l'information à l'extérieur, il faut se connaître soi-même. C'est peut-être c'est pour ça que j'ai écrit un ouvrage sur le grand livre de la connaissance de soi, effectivement, où j'ai regroupé tous les ouvrages de tous les grands penseurs et philosophes depuis l'aube des temps sur le fait d'aller chercher à l'intérieur. C'est pour ça que, par exemple, le bouddhisme est intéressant, dans la mesure où, effectivement, ça va vers la connaissance de soi, et on est moins impacté par un dogme brutal, violent, avec des épées de Damoclès, dans la plupart des jugements et l'enfer, etc. Voilà. Quoi qu'ils ont pas mal de démons aussi. Ils ont pas mal. Alors, ils ont effectivement tout un panthéon de déités, toutes ces choses-là, mais qui sont des extrapolations, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est la quête de soi, quoi. Il n'empêche que ce qui m'intéresse, c'est vous, Bernard Baudouin. Et j'aimerais savoir, finalement, quelle est la religion, s'il y en a une, qui est le plus intéressant à vos yeux. De courant religieux, il y en a pas. J'ai été proche, effectivement, un certain temps d'un certain nombre de grands maîtres du tibétain.
J'ai reçu plein d'initiations, enfin plein de toutes ces choses. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, c'est... On parlait du terme spiritualité tout à l'heure. C'est que moi, je donne une dimension à ça qui n'a rien à voir avec des grands courants spirituels. Je pense qu'effectivement, il y a une... Vous savez, ça vient de spirit, ça vient de l'esprit, ça vient effectivement... Ça vient de ce qu'on est véritablement. Et ce qui m'intéresse, c'est ça. Moi, je pose la question aux gens qui viennent me voir, qu'est-ce que vous faites là ? À quoi ça sert ? Alors les gens me disent, je suis venu vous voir. Mais non, vous n'êtes pas venu me voir. Qu'est-ce que vous faites là ? Il vous reste 30 ans, 40 ans à vivre, qu'est-ce que vous faites ? On parlait de cette existence-là, qui est peut-être la suite d'une autre existence, ou d'autres existences, et qui est peut-être celle avant d'autres. Qu'est-ce que vous faites de ce temps-là ? Ce temps-là, c'est quelques décennies. Qu'est-ce que vous en faites ? À quoi ça sert ? Alors on peut effectivement juste profiter comme ça, quoi. Je veux dire, comme les plantes, on arrose, voilà. Comme des bœufs. En attendant l'abattage. Je n'ai rien, voilà. Et donc après, on peut parler des animaux. Ça aussi, j'ai des choses très précises là-dessus. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites de ça ? Je veux dire, alors on peut très bien se contenter de se laisser vivre, mais on peut aussi avoir accès à plein d'autres choses parce qu'on n'est pas que ça. Je veux dire, vous avez des animaux. Les animaux, ils ont par exemple des phénomènes de perception que vous n'avez pas. Si vous avez un chien, votre chien, il entend les ultrasons, vous les entendez pas. C'est pas parce que vous les entendez pas qu'ils n'existent pas. Et donc à partir de là, il faut bien comprendre qu'on a une perception qui ne correspond qu'à notre véhicule corporel. Oui, et comme notre véhicule corporel il est très limité, longtemps on a pensé que c'était bien pratique de penser que je ne crois que ce que je vois, quoi, que ce que je perçois, que ce que je mange. Même depuis l'époque du micro. À un moment donné, il faut arrêter, et donc à partir de. Mais le problème, c'est qu'à partir de là, on ouvre. C'est un problème, Bernard Baudouin, parce qu'on ouvre aussi à des modifications de conscience. Vous avez écrit des livres sur l'hypnose, vous avez écrit aussi un livre sur les animaux qui guérissent, qui permettent de guérir plus vite. Mais c'est un problème parce que ça ouvre aussi sur une grande imagination, cette modification de conscience. Vous avez écrit des livres sur l'hypnose. Il est facile de diriger l'esprit humain. Alors après, effectivement, il y a une problématique d'éthique pour les gens qui accompagnent. Il y a effectivement, comme je disais, il y a des gens qui vont essayer de vous cacher des modules préfabriqués et vous emmener, et puis il y a des gens qui ont des problèmes d'ego, et donc du coup ils ont un problème de pouvoir, donc ils vont faire du clientélisme, et vous reviendrez pendant 10 ans ou pendant 15 ans, je parle pas des psys, c'est autre chose, hein, on est bien d'accord. C'est encore pire. et du coup, voilà, c'est un problème d'éthique. Tout dépend où vous placez la barre. Moi, j'ai pas de problème d'ego à ce niveau-là, j'ai pas de problème de pouvoir, et moi, il y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est que les gens qui viennent me voir, ils viennent plus me voir, ça veut dire qu'ils sont autonomes, et qu'ils peuvent fonctionner et qu'ils ont compris comment ça fonctionne et qu'ils redeviennent maîtres de leur potentiel, je veux dire, parce qu'on a plein de choses, vous avez vous-même plein de potentiel que vous n'utilisez pas. Ah bon ? Ah oui, certainement, on pourra en parler. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est effectivement être au service de ça. À partir de là, après le reste, effectivement, je place la barre à un certain niveau, et effectivement, les gens qui ont envie, on peut faire des choses, sinon, vous savez, on est prêt ou on n'est pas prêt. C'est pas une histoire de jugement. C'est pas une histoire de jugement, dire un tel peut recevoir ou un tel peut pas recevoir. C'est pas ça. C'est simplement, on a tous accès à toutes ces informations-là. C'est là, c'est juste, ça fait partie de nous. Vous savez, il y a en termes de réincarnation, par exemple, souvent c'est le grand terme qui a fleuri pendant longtemps. Les gens se disent, veulent savoir ce qu'ils ont été, toutes ces choses-là. Ça n'a aucun intérêt. Que vous ayez été Napoléon, Cléopâtre ou qui vous voulez, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que si vous croyez à la réincarnation, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la suite de toutes ces incarnations. Donc vous êtes porteur de tout ça. Donc intéressez-vous à ce que vous êtes, à ce que vous avez à l'intérieur. Vous êtes donc au-delà des religions, néanmoins, il y a un des dogmes pour certaines religions, c'est la réincarnation, ça vous êtes en plein dedans. C'est une certitude pour vous. C'est pas un dogme. Je veux dire, un dogme, c'est quelque chose qui est sacralisé dans l'écrit. C'est quelque chose qui vous amène à un mode de pensée unique. Oui. Quelque part, oui. qui a tendance à dire, comme font un grand nombre de courants spirituels, écoutez, c'est ce dogme-là qui est intéressant, qui est vrai, et le reste, tous les autres ont tort. Bon, la réincarnation, c'est pas ça. Non, je veux dire, moi, je cherche à convaincre, je ne convainc personne que la réincarnation, je dis simplement, intéressez-vous à des phénomènes, intéressez-vous à des études scientifiques, intéressez-vous à ce que vivent les gens qui vivent des états de conscience modifiés, qui sont des canaux et toutes ces choses. J'y reviens, c'est des témoignages la plupart du temps, et ça vient avec des consciences modifiées qui sont
post-hypnotique ou en plein dans l'hypnose? Est-ce qu'on ne se ment pas soi-même sans trop se connaître? Est-ce qu'on ne se crée pas des vies antérieures pour aller mieux? Non, je crois pas. Parce que vous savez, ce qui est intéressant quand même, c'est quelque part, c'est que vous savez, c'est comme l'histoire des expériences de mort imminente. C'est quand même intéressant de voir que des gens dans toutes les civilisations, à toutes les époques, dans toutes les langues, sur tous les continents, sans communiquer, sans avoir quelquefois même d'éducation, on parle tous de la même chose, parle tous du même phénomène, avec des moments différents, avec des phases différentes et toutes ces choses-là. À partir de ce moment-là, on peut quand même s'interroger sur le fait de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est intéressant? Vous savez, c'est l'histoire de la voyance aussi. Bon, par exemple, moi je prône pas la voyance plus qu'autre chose, mais en termes d'exemple, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que ça se passe 3 semaines après, on dit, ouais bon, c'est marrant quoi. Hein, pourquoi? Bah, ça tombe bien quoi. Et puis quand ça se passe 3, 4, 5 fois, on dit, ouais c'est pas mal. Quand ça se passe 50 fois, au moins on peut s'interroger en se disant, tiens, il y a un truc quand même particulier, quoi. Oui, mais les conclusions sont peut-être hâtives. Après, c'est où vous faites intervenir votre intellect, où vous faites intervenir les programmations dont vous êtes porteur, vous, le transgénérationnel, et voilà, les filtres qui sont les filtres que vous avez reçus dans l'enfance, avec votre famille, avec votre éducation, avec le transgénérationnel et toutes ces choses-là. Parce que là aussi, si vous voulez avoir accès à une compréhension de ce qu'il y a en dehors de votre corps, il faut faire le ménage avec toutes les choses qui sont en vous, qui ne vous appartiennent pas. Allons bon. Eh oui, parce qu'il y a plein de choses qui sont de la famille, qui sont des générations, qui sont d'éducation. C'est la génétique. Voilà, qui sont des générations qui vous ont précédé et qui sont aussi dans les programmations, dans la culture, dans l'éducation que vous avez reçue, dans les choix professionnels que vous avez pu faire. Et tout ça, ce sont des choses qui sont venues se remettre en couche et qui conditionnent votre perception du monde, qui conditionnent vos... Et si vous regardez bien, vous verrez que très souvent, il y a des compréhensions ou des interprétations qui dépendent de ça et qui ne dépendent pas de ce que vous avez, vous, véritablement à l'intérieur, de votre instinct et toutes ces choses. Et donc, du coup, il y a un travail à faire, et quand on fait effectivement l'intégration mémorielle, quand on travaille sur les mémoires cellulaires, quand on travaille sur toutes ces choses-là, c'est de dépasser tout ça pour revenir à ce que vous êtes véritablement, vous, à l'intérieur. Bon. Alors, je ne vais pas être en boucle, hein, je ne vais pas vous contrarier tout le temps sur ce sujet. Vous ne contrariez pas du tout. Mais moi, si je suis mon instinct, jamais j'aurais mangé des haricots verts, par exemple, vous voyez. Ouais. Donc, il ne faut pas non plus s'écouter tout seul. On a besoin de l'autre. Heureusement que vous êtes là. Alors, vous ne faites pas que des conférences pour éveiller les personnes qui vous rencontrent, mais on vous retrouve sur Internet. Si on fait une recherche, il y a plein d'interviews sur différentes radios. Et vous avez même une émission. C'est un concurrent chez Bob. Ouais, Alors c'est BLTV. BTLV. BTLV. Oups, quoi? BTLV. BTLV, ça veut dire Bob dit toute la vérité. Un truc. Voilà. Tout à fait, ouais. Ah ben voilà. Ah voilà un qui dit toute la vérité. Ouais. Oui. Donc après, bon, alors c'est effectivement une émission qui s'appelle Enquête de sens et où effectivement j'invite des gens qui sont dans la quête effectivement de l'authenticité de chacun et qui donnent des clés. Alors après on en fait ce qu'on en veut, qui donnent des clés en fonction de leur expérience, et qui aident effectivement, qui accompagnent les gens sur leur développement, pour résoudre leurs problématiques et voilà. Sur une idée, sur une théorie ou sur une expérience personnelle. Donc, alors, oui. Je vois que vous êtes effectivement sur les théories, sur les dogmes, sur toutes ces choses-là. C'est pas ça. Ce sont des choses qui sont quantifiées, qui sont figées. Ce dont vous parlez, je crois que les choses sont pas. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide que ça. Jusqu'à preuve du contraire, les bouddhistes parlent d'impermanence, et maintenant le quantique la physique quantique nous dit que notre monde, le monde que l'on voit aujourd'hui, et notre monde tel qu'on le conçoit, en fait, on le reconstruit tous les jours, et en fait, l'univers, c'est que de l'information, et on prend de l'information à droite, à gauche, et on ajoute et on se nourrit de ça en permanence. Et donc, du coup, il faut pas que les choses soient figées dans une définition définitive, parce que sinon, effectivement, on passe à côté de certaines choses. Ouais, et puis ça fige et ça nécrose. Ça nécrose un peu. C'est plus la vie. La vie, c'est le changement. Exactement. De toute façon, parce que la vie, c'est que de la vibration. On y retourne. Alors, dans Le Voyage de l'âme, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Ouais. En plus, c'était passionnant. Je voulais absolument ce livre. J'ai appelé la maison d'édition. Alors, vous connaissez Las Palais et Chevalier? Oui, vous vous souvenez du sketch de la SNCF avec le gars qui tamponne comme un malade le ticket?
là, c'est tamponné, mais à chaque page, service de presse. Je sais pas quel est l'attaché de presse qui me l'a envoyé. C'est tamponné partout, service de presse. Ça m'a fait rire. Bon, j'imaginais le gars, l'attaché de presse, avant de me l'envoyer. Bon, dans ce livre, donc, chez Grancher, Le voyage de l'âme entre deux vies. En résumé, on a besoin de multiples vies pour se parfaire, pour connaître des expériences, et que ces expériences sont positives pour nous comme pour tous les autres, et quand on dit tous les autres, c'est aussi pour ce monde de l'au-delà, une sorte de monde en parallèle, qui ne vit pas l'un sans l'autre, et on interagit comme ça, on magnifie la planète Terre grâce à nos multiples incarnations et nos missions de vie qu'on prépare de l'au-delà, et il y a une grande roue, une samsara comme ça, qui permet d'élever au fur et à mesure correctement à la fois le monde matériel comme le monde spirituel. Il y a le concept donc de la réincarnation, clairement, et c'est pour ça que je pensais que vous étiez plus bouddhiste qu'autre chose. On se termine dans le grand tout, dans la grande source. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, j'ose pas dire temps, mais enfin, au bout d'un certain nombre de vies ou d'expériences, on a atteint le nirvana et on a pu s'incarner de nouveau. Et là, on évolue de sphère en sphère dans l'au-delà. Je crois qu'il y en a 7, si je me souviens bien. Et une fois qu'on a atteint donc le stade ultime, eh ben on se noie, c'est le terme qu'il y a dans le livre, on se noie dans la source universelle, ou divine, je sais plus. C'est pas une sorte de néant, ça ? Non, alors je remarque quand même que vous parlez de samsara, vous me parlez de nirvana et tout ça, donc j'imagine que vos sources sont un petit peu bouddhistes quelque part. Non, parce qu'en fait, ce dont vous parlez, c'est d'un cheminement qui va vers la lumière. Oui. En fait, hein. Or, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'au départ, comme à la fin, comme au milieu, on est toujours dans la lumière. Vous êtes de toute façon, à partir du moment, vous savez, la lumière, c'est quoi ? C'est l'énergie. On est bien d'accord. Hein ? Vous êtes que des vibrations. Donc vous êtes que l'énergie. Pour l'instant, donc j'ai une révélation pour vous. Donc vous êtes un être de lumière. De toute façon. Ça, je ne doutais pas un seul instant. C'est clair. Je veux dire, c'est évident, c'est flagrant. Et donc à partir de là, il faut pas dissocier les choses. Ce qui est intéressant pour comprendre les phénomènes aujourd'hui, tels qu'ils existent et tels qu'on existe nous, c'est que on pense là, ce dont vous parlez d'un monde matériel, avec le corps, avec les croyances, avec les dogmes et toutes ces choses, et puis d'un monde spirituel qui lui serait immatériel, qui serait vaporeux, qui serait voilà quoi. Or, il y a qu'une seule chose. Il y a deux perceptions. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est dans votre trajectoire à vous, de recoller ces deux choses pour comprendre que vous êtes tout ça en même temps. Et les gens qui vivent des états de conscience modifiés ont une capacité à la fois percevoir ce qui est dans le matériel, le lieu où on est, le corps dans lequel on est et toutes ces choses, et puis aussi en même temps de pouvoir être connecté à des choses qui sont immatérielles, à d'autres dimensions, et de recevoir effectivement des informations. Mais d'accord. Bien, au bout d'un certain temps, on se noie dans le grand tout, alors. Au bout d'un certain temps, effectivement, il n'y a pas. Mais je veux dire, vous y êtes déjà au départ, vous y êtes pendant avec des formations particulières ou des enseignements particuliers, et vous y êtes après. Ça ne change rien. Je suis déjà dans le grand tout. Ben évidemment, bien évidemment. Alors ça pose quand même l'interrogation du néant. Qu'est-ce que je deviens une fois que je ne m'incarne plus ? Mais il n'y a pas de cette notion de néant. Il n'y a pas. Cette notion de néant, je veux dire, c'est vous savez, je me perds pas. C'est-à-dire, j'existe toujours. Ben, évidemment. Je suis une goutte d'eau dans la mer. Mais exactement. Mais de toute façon, la réalité, elle est là. Je veux dire, vous êtes aujourd'hui une forme d'expression de cette énergie-là. Oui. Mais de toute façon, vous savez, la science démontre que l'énergie ne disparaît pas. Elle change de forme. Vous savez, c'est comme l'eau, la glace, la vapeur et toutes ces choses-là. Donc, du coup, vous changez, mais vous êtes de toute façon. Et la difficulté, c'est quoi ? C'est que votre mental, votre intellect, parce qu'on est des animaux un peu évolués, quelque part, fait que, effectivement, on veut poser des mots, on veut comprendre, on nous dit dans les informations qu'on reçoit par des canaux bien particuliers, il faut arrêter de comprendre, il faut être. Vous êtes là pour être, vous n'êtes pas là pour construire des choses, parce qu'à partir du moment où vous posez des choses, vous construisez des définitions, vous excluez tout ce qui n'entre pas dans vos définitions. Oui. Et là, ça devient compliqué, parce que là, ça devient la problématique qu'ont connue toutes les civilisations, à savoir qu'à partir du moment où on commence à exclure, les choses se compliquent, et de toute façon, la civilisation, elle est condamnée. Regardez dans le monde dans lequel on est, et où on est quand même dans une fin de civilisation, une fin d'ère, là. Oui, mais c'est bien, mais ça repart bien, ça repart bien. Évidemment.
Ça répond pas à ma question. Vous y répondez. La définition du néant, le néant, c'est une définition, c'est comme l'histoire de la réincarnation. On pose des mots qui sont des mots, j'allais dire des mots humains. Je veux dire, ce sont des définitions. Ce sont des définitions qui sont des définitions intellectuelles, qui sont des constructions intellectuelles, si vous voulez. Dans notre schéma intellectuel. Exactement, à partir de votre mental, de votre esprit et toutes ces choses-là. Et donc, ce dont on parle quand on parle d'autres dimensions, on est hors du mental, on est hors de l'intellect, et ce n'est que de la transmission d'énergie, et après qu'on essaie effectivement de mettre en forme quand on essaie de communiquer ça aux autres. En fait. Énergie, vibration, de l'autre côté. Ça n'empêche pas qu'on se représente comme tel de temps en temps à travers des médiums avec son image corporelle. Ah bah oui, éventuellement, oui. Ça peut effectivement, ça peut être des modes de communication. Mais on l'oublie. Vous savez, c'est-à-dire, les communications, quand on reçoit par exemple en écriture automatique, quand on reçoit effectivement les informations, bon, l'information, c'est que de l'énergie aussi. Mais pour que, dans la mesure où c'est une information qui nous est transmise, il faut que ça vienne par notre canal de fonctionnement à nous. Donc du coup, ça rentre dans nos mots. Ça vient dans nos mots. Oui. Mais les esprits, ils parlent pas avec, les entités parlent pas avec nos mots. Je ne parle pas avec des mots. C'est que de l'énergie de dire. Donc c'est la télépathie, on peut dire. Si vous voulez, mais au bout du compte... Des médiums entendent. Alors, il y en a qui entendent, il y en a qui voient, il y en a qui écrivent, il y en a qui perçoivent, il y en a qui savent. Oui. Simplement, il y a des moments, vous êtes quelque part, vous rencontrez, vous voyez quelqu'un, et puis vous savez des choses. Ça s'explique pas, ça se machin, bon, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de vendre ça à la personne pour pas lui faire peur ou je sais pas, mais... Et voilà. Et alors après, ça se vérifie pas, c'est autre chose. Mais donc, on entre dans un autre mode de fonctionnement qui est beaucoup plus large, si vous voulez. C'est bien compliqué tout ça. On va se retrouver dans la deuxième partie. Vous avez vu tous les livres, il y en a 120, et puis c'est pas fini, que Bernard Baudouin a écrit. Mais je comprends bien que c'est aussi une étude personnelle. À chaque fois que vous avez écrit un livre, vous avez étudié le sujet et que ça vous passionne, et c'est pour ça que vous transmettez après. On se retrouve si vous êtes d'accord, et si vous n'êtes pas trop énervé par la personne. Pas encore. Ça va, ça tient. On se retrouve dans la deuxième partie, seconde même, parce qu'il y aura que 2 parties.